Donc, on est reparti. Bon, comme je vous disais, l'estime de soi, elle est divisée en 3 piliers, enfin, elle repose sur 3 piliers, donc qui sont l'image de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Donc, on peut bien voir que dans l'estime de soi, image de soi, confiance en soi, amour de soi, ben, on entend un mot commun à tous ces mots-là, c'est évidemment le soi. Donc, ça vient se poser aussi la question, mais si je ne connais pas ce fameux soi, ben, comment avoir une bonne image de soi et comment avoir confiance en soi et comment avoir de l'amour pour soi. Donc, on va aller détailler toutes ces définitions et puis voir par la suite les clés pour améliorer votre confiance en vous. Alors, l'estime de soi, c'est ce que vous pensez de vous et comment vous vous sentez avec ces pensées. Mais également, qu'est-ce que vous en faites concrètement dans votre vie de tous les jours. Donc, le niveau d'estime de soi que manifeste une personne, ça va influencer donc, tout ce qu'elle dit, ce qu'elle croit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Et ça va avoir un impact direct sur son attitude face à la vie et sur tout ce qu'elle fait. Donc, c'est important de comprendre qu'une bonne estime de soi, c'est un moteur de changement. Ça va vraiment vous aider à changer, à passer à l'action. Elle nous permet aussi d'évoluer et elle nous permet de nous adapter et de faire face aux défis de l'humanité, donc les fameux défis actuels que l'on rencontre avec tout ce qui est en train de se passer. Donc, l'estime de soi, elle mène à la liberté, à l'autonomie et à la responsabilisation de la personne. Si vous pouvez couper les micros, parce que du coup, on entend des petits bruits, je ne sais pas, je ne peux pas voir tout le monde dans la salle, mais s'il vous plaît, si vous pouvez les couper, comme ça au moins tout le monde entend mieux. Donc, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, on va la reconnaître grâce à plusieurs critères. Déjà, c'est une personne qui se traite avec bienveillance, une personne qui pense qu'elle a de la valeur, elle se sent digne d'être aimée, elle est compétente dans de nombreux domaines, elle se donne le droit à l'erreur, elle passe facilement à l'action, elle est confiante face aux épreuves que peuvent se présenter dans la vie, elle est enthousiaste, elle est sociable, elle est bienveillante, centrée et créative, et surtout, elle est positive et constructive, donc face à tout ce qui peut se présenter. Donc, une bonne estime de soi, on peut dire aussi que c'est une bonne évaluation de soi-même. Et donc, tout ça, c'est fondé en fait sur notre propre conscience de notre propre valeur et donc de notre importance inaliénable en tant qu'être humain. Alors, d'où nous vient cette fameuse estime de nous-mêmes? Eh bien, on l'a vu que l'estime de soi, elle est liée aux croyances que l'on a sur soi, à ce que l'on pense et à ce que l'on se raconte de soi. Donc, toutes ces croyances, eh bien, elles se sont construites au fur et à mesure, donc depuis que l'on est né. Donc, soit elles se sont formées en fonction de ce que l'on a vécu, soit on les a héritées directement. Donc, elles se sont construites par notre éducation. Donc, elles viennent de nos parents, que ce soit de l'éducation de nos parents ou les personnes qui nous ont élevés, ou bien pendant notre scolarité, en fait, ce qui s'est passé, les différents professeurs qu'on a eus, comment est-ce qu'on a vécu tout ça. Toutes ces croyances, elles se sont formées aussi par notre niveau social, notre milieu social, notre héritage culturel. Elles dépendent aussi de notre sexe, notre âge. Évidemment, quand on est une femme, quand on est un homme, on a des challenges aussi différents où on hérite de croyances, de pensées, de blocages selon le sexe. Elles viennent aussi des étiquettes que l'on a pu recevoir. Donc, par exemple, toi, tu as toujours été la rigolote de la famille, ou toi, au contraire, tu as toujours été la plus sérieuse et la plus studieuse. Eh bien, toutes ces étiquettes que l'on a reçues, que ce soit de nos parents ou même de nos amis, ça peut être aussi par les surnoms en fait, qu'on a reçus, eh bien, tout ça va faire qu'on s'est constitué un certain nombre de croyances sur nous-mêmes, et tout ça va participer à l'estime de nous. Savoir si on a une bonne ou mauvaise estime de nous. Et puis, il y a aussi tout ce qui est transgénérationnel, donc tout ce dont on a pu hériter de nos ancêtres, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, et ça remonte aussi. Et par exemple, ça peut être dans notre famille,
Dans notre famille, on n'a jamais été des bons vendeurs de toute façon. Dans notre famille, il n'y a jamais eu de réussite, il n'y a jamais eu de richesse. Voilà, il peut y avoir vraiment plein d'héritages de nos familles comme ça, où là aussi, ça participe à ces fameuses étiquettes que l'on reçoit, ou ces fameux blocages que l'on se crée, ou ces fameuses croyances en fait, qu'on commence à se constituer. Et puis évidemment, il y a toutes nos expériences de vie qui ont fait qu'on s'est forgé un certain nombre de croyances, qu'on a eu plus ou moins une bonne estime de nous-mêmes, tout en sachant que notre mental et notre ego, donc quand je parle d'ego, c'est notre personnalité construite. Ce n'est pas la version ego totalement égotique, c'est vraiment l'ego, la personnalité qu'on s'est construite. Eh bien, celle-ci, elle a été entraînée à prêter attention au concret. Donc, par exemple, aux notes. Quand on était à l'école, est-ce que j'ai une bonne note? Est-ce que j'ai une mauvaise note? Et puis après, voilà, en fonction d'un certain nombre de critères sur lesquels on se base, ça aussi, ça a pu avoir un impact sur la valeur, pour le coup, qu'on a interprétée en fait de nous, que l'on s'est donné face à ces notes qu'on a reçues ou à d'autres critères sur lesquels on s'est basé, qui nous font dire que pour nous, eh bien, on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, par exemple, parce qu'on n'a pas réussi. Donc tout ça, ça participe à alimenter tout ça. Donc maintenant, on va voir rapidement les trois autres piliers. Donc en premier, c'est l'image de soi. Donc l'image de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi, évidemment, mais aussi de soi sous le regard des autres. Il y a vraiment ce deux côtés pour l'image de soi. Donc quelle image est-ce que je vais porter sur moi-même et quelle image je vais renvoyer aux autres et quelle image je vais accepter aussi de recevoir de la part des autres. Et donc, évidemment, cette évaluation de notre image, elle aussi, elle est en majeure partie influencée par tout ce que l'on a pu vivre. Ça peut être aussi par notre environnement familial, beaucoup, et aux projets que nos parents ont formés pour nous, toujours par rapport à ces fameuses étiquettes que l'on a pu recevoir. Là aussi, ça a complètement joué sur l'image en fait, que l'on a pu se construire de nous-mêmes, ou l'image que l'on pense que l'on doit renvoyer aux autres. Et enfin, l'amour de soi dans les trois piliers, et puis après on verra la confiance en soi. L'amour de soi, et j'ai envie de dire que l'amour de soi, ça se retrouve de toute façon, tous ces piliers s'entremêlent, et avec que ce soit l'estime de soi, l'amour de soi, l'image de soi. Mais l'amour de soi, c'est quelque chose qui est primordial et que l'on poursuit toute notre vie, j'ai envie de dire, ce fameux amour de nous-mêmes. Eh bien, s'aimer, c'est déjà se porter attention. C'est prendre soin de soi. Et porter attention à soi, c'est porter attention à son corps, à son état d'esprit, porter attention à nos pensées, nos émotions, nos besoins et à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est ça, se porter attention. S'aimer, c'est aussi s'encourager, se soutenir. Donc quand on est en train de se raconter « Oh, t'es nul, de toute façon, tu vas jamais y arriver, puis tout ça, c'est pas pour toi, t'as pas suffisamment, t'as pas le niveau d'études requis, ou t'es pas encore assez forte pour ça, t'es pas encore assez parfaite. » Bien, à chaque fois qu'on vient se raconter en fait toutes ces choses-là, se pose la question de est-ce qu'on est vraiment dans l'amour de soi quand on fait ça? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est plutôt à l'inverse. On est dans le non-amour de soi. S'aimer, c'est aussi s'accepter. Donc, c'est aussi accepter toutes les parts de soi sans jugement. Et c'est là où je dis que c'est le travail de toute une vie. Parce que c'est aimer nos parts lumineuses, ce qu'on aime montrer aux autres. Bien, ça, c'est une chose. Aimer cette part-là, donc celle qu'on aime à montrer et qui rejoint finalement l'image que l'on aime montrer. Mais qu'en est-il de toutes les autres parts de nous-mêmes et celles qu'on aime moins avoir, qu'on aime moins voir nous-mêmes et qu'on aime moins montrer aux autres, en fait. Et l'amour de soi, c'est vraiment être capable d'aimer justement
ces deux côtés-là de soi. Ces parts lumineuses et ces parts d'ombre, ces parts plus sombres, que l'on a tous à l'intérieur de nous. Et l'acceptation aussi, bon, on y reviendra un petit peu sur ce terme d'acceptation, eh bien, découle de notre valeur et de notre importance. Et s'aimer soi, eh bien, ça constitue, mais comme les trois étaient les piliers, ça constitue le socle de l'estime de soi. Vraiment. Mais aussi, comme on pourrait dire, le socle de la confiance en soi et le socle de l'image de soi. Mais l'amour de soi, c'est vraiment son constituant le plus profond et le plus intime. Parce que c'est souvent plus facile, on a l'impression, c'est plus facile d'aimer les autres, voilà, de voir les qualités chez les autres, de soutenir les autres, d'aider les autres. Mais quand il s'agit de nous, eh bien là, c'est là où ça coince. Alors maintenant, on passe au fameux sujet de cette conférence, qui est la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que la confiance en soi? Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est un état de bien-être intérieur. Et cet état de bien-être intérieur, il vient de la connaissance juste de notre capacité, de nos capacités, à pouvoir poser des actions concrètement. Donc, la véritable confiance en soi, c'est un état qui n'est pas lié à nos comportements. Elle va nous permettre de développer un certain nombre de comportements, mais elle n'est pas liée à nos comportements, la confiance en soi. Ça, on a l'impression, mais c'est vraiment un état d'être. Donc, avoir confiance en soi, c'est croire en ses capacités au point d'oser risquer de faire, risquer de faire quelque chose, en se donnant le droit de ne pas réussir. Et c'est ça, avoir confiance en soi. Se dire, ok, j'ai ces capacités-là, encore faut-il les connaître, évidemment. Et donc, avec ces capacités, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, j'ai ces capacités-là, eh bien, je me lance. Je me lance et puis je tente. Et puis, je vois ce que ça donne. C'est ça aussi, se lancer et vivre aussi pleinement sa vie. C'est ça, c'est oser risquer, se lancer, expérimenter. Et pour ça, ça demande d'avoir foi en soi-même et de se dire, ok, tu as ces capacités-là, tu y vas. Et si tu te trompes, qu'est-ce qui se passe? Voilà tout ce que ça soulève. Alors, les attitudes d'une personne qui a confiance en elle. Eh bien, elle va être capable de reconnaître ses points forts, donc comme on le disait tout à l'heure, la part lumineuse, mais aussi et surtout ses points faibles. Donc, c'est une personne qui est allée voir vraiment, qui se connaît et qui connaît ces deux aspects d'elle-même. Et vu qu'elle les connaît, eh bien, quand vous connaissez votre part moins lumineuse ou vos points faibles, vous n'avez alors plus peur, ou moins peur de ce que les gens peuvent vous renvoyer, puisque vous-même, vous êtes allé voir, vous êtes allé expérimenter. Et on se rend compte que quand on va expérimenter tout ça, eh bien, quand on remet de la lumière en fait, sur toute cette ombre, elle aussi, en fait, elle rentre dans la lumière, où c'est beaucoup moins effrayant que ce qu'on pourrait croire. Et donc, une personne qui a confiance en elle, elle avoue aussi qu'elle a pu se tromper, qu'elle a pu faire une erreur, et sans être complètement anéantie à chaque fois. Elle est capable de rire d'elle-même, et elle demeure aussi confiante, même si elle fait rire d'elle-même. Donc, elle ne remet pas en cause à chaque fois sa valeur si quelqu'un se moque ou rigole ou parle de quelque chose de peut-être on juge que l'on n'a pas si bien fait que ça. Et donc, une personne qui a confiance en elle, elle est aussi capable de dire « je ne sais pas ». C'est pas parce qu'on est conscient de ses capacités que dans ses capacités, ça y est, je dois être à 1000%, je dois connaître tous les tenants et les aboutissants de tous les sujets pour pouvoir me lancer. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on reconnaît nos capacités, dire, OK, dans quoi est-ce que je suis douée? Là-dedans, allez, j'y vais. Et peu importe si après, les personnes en face de moi, ah, je croyais que tu aimais ça, mais finalement, alors tu connais pas ce truc-là? Non, écoute, je connais pas. Ça ne va pas remettre en cause tout de suite votre valeur, en tout cas dans une personne qui a confiance en elle. Et puis, une personne qui a confiance en elle, elle ne va pas se sentir menacée
par les connaissances des autres. Donc, ça rejoint ce fameux « je sais pas ». Donc maintenant, pour les attitudes d'une personne qui n'a pas confiance en elle, eh bien, elle va souvent développer le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, le fameux syndrome de l'imposteur, c'est quand les gens, ils vont ils vont avoir une certaine évaluation de nous-mêmes, par exemple, « Waouh, mais c'est super ce que tu fais, écoute, là-dedans, je te trouve excellente. » Et puis nous-mêmes, on va se dire « Non, mais écoute, je ne sais pas de qui il parle, non, je ne me reconnais pas là-dedans, je n'ai pas l'impression d'être douée là-dedans. » Voilà. Donc l'imposteur, et puis il y a aussi, évidemment, quand on est auto-entrepreneur, quand on est entrepreneur, c'est se dire, en tout cas, on s'est réorienté, on vient de se former, eh bien, c'est de se dire, oh là là, non, mais je sens que je ne suis pas encore assez parfaite, je sens que je ne maîtrise pas encore assez tout mon sujet, du coup, je ne me lance pas encore ou pas vraiment, et puis je continue de me former encore et encore et encore et encore, et comme ça, je repousse aussi le moment où je passe à l'action, et pendant ce temps, j'entretiens en fait ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va se sentir illégitime, donc ça rejoint complètement ce que je viens de dire, elle va avoir le sentiment de ne pas être à sa place, et puis surtout, elle va chercher en permanence une reconnaissance auprès des autres. Elle va toujours chercher une reconnaissance auprès de l'extérieur. Donc là, ça vient nous dire que tant que l'on ne reconnaît pas notre propre valeur, eh bien, quand les personnes vont venir nous faire un compliment ou nous dire « Ah, ben tiens, tu as telle qualité, etc. », on ne va pas la reconnaître, on va la rejeter. Et en plus, on va être dans une quête effrénée de reconnaissance de l'autre. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux dans « je ne reconnais pas ma propre valeur », même quand on vient me faire un compliment ou me dire quelque chose de positif, je ne vais pas le reconnaître non plus. Et puis, en même temps, vu que moi, je ne me reconnais pas ma valeur, je vais rechercher aussi ça. Je vais rechercher cette reconnaissance. Et en plus, quand je vais la voir, je ne vais pas la reconnaître non plus. Donc là, on est dans un cercle infernal. Alors, on va passer au fameux petit test. Voilà, il ne sera vraiment pas long. Hein. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo ou simplement noter dans votre téléphone, hein, si vous n'avez pas de feuille. Donc, on va partir sur les questions et simplement vous notez question 1, A, B, C, D, question 2, A, B, C, D, question 3, etc. Donc, on est parti. Question 1. Je doute de mes capacités. Donc, ce sera toujours la même chose. Hein. Petit A, tout à fait vrai. Petit B, plutôt vrai. Petit C, plutôt faux. Ou petit D, tout à fait faux. Donc, je vous laisse répondre. Et vraiment, l'objectif, c'est que vous répondiez intuitivement, spontanément, hein, sans réfléchir. Question 2, j'ai de la peine à prendre des décisions qui me concernent. Question 3, j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Question 4, j'ai très peur de l'échec. Question 5, je préfère renoncer si je ne suis pas sûre de réussir. Question 6, j'ai tendance à garder mes émotions pour moi-même plutôt que de les exprimer. Question 7, tout imprévu m'inquiète, surtout si je ne le maîtrise pas. Question 8, je suis plutôt négatif sur moi-même. Question 9, je me plains souvent. Et question 10, dernière question, les compliments me mettent mal à l'aise. Donc maintenant, vous pouvez simplement comptabiliser. Voilà, est-ce que vous avez noté plus de A, plus de B, plus de C ou plus de D? Donc, je vous laisse un petit temps.
J'essaie de voir sur les caméras pour ceux qui les ont allumées si vous avez terminé. Marie a fini. Audrey aussi. Hop, j'ai encore Mathilde qui est en train d'écrire. Bon, ça devrait être bon. Alors, bien, si vous avez eu une majorité de A, eh bien, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient vous dire « wake up ». Il est temps de vous réveiller. Donc, face à votre confiance en vous, mais aussi surtout ce qu'on vient de voir, hein, l'estime de vous, et puis on va le voir après, hein, surtout la connaissance de vous-même. Si vous avez eu une majorité de B, eh bien, voilà, vous n'avez pas vraiment confiance en vous, mais en tout cas, vous commencez à avoir conscience qu'il y a autre chose qui est possible pour vous, qu'il y a un autre fonctionnement, en fait, vous pressentez qu'il y a un autre fonctionnement que vous pourriez adopter et que vous commencez peut-être d'ailleurs à avoir prêté attention voilà, à comment vous fonctionnez. Si vous avez une majorité de C, eh bien, vous avez plutôt une bonne estime de vous et au niveau de la confiance, eh bien, là aussi, vous avez commencé à dégager un certain nombre de connaissances sur vous-même. Vous avez fait peut-être un bilan sur votre vie et puis vous vous rendez compte que c'est voilà, pas si mal. Vous avez réussi pas mal de choses et du coup, la confiance en vous, elle commence à s'installer. Et puis, si vous avez une majorité de D, eh bien, c'est que félicitations, félicitations. Vous avez quand même vous avez une bonne estime de vous-même et vous avez aussi confiance en vous. Voilà, c'est ça la confiance, hein, quand on commence justement, quand on a vu toutes ces notions-là, eh bien, à se dire, voilà, les compliments me mettent mal à l'aise, non, parce que ça ne remet pas... je ne vais pas me sentir mal ou je ne vais pas me sentir comme un imposteur quand on me fait un compliment ou j'ose plus m'affirmer, j'ose plus dire non, etc. par rapport à toutes les questions qu'on a vues. Alors, on va voir maintenant justement des clés sur comment avoir confiance en soi par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, la clé numéro 1, comme on l'a vu, que c'était commun vraiment dans toutes les notions, ce fameux soi, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi, mais si on ne connaît pas qui est ce soi? Donc, la clé numéro 1, c'est évidemment de se connaître, d'apprendre à se connaître. Si je ne sais pas comment je fonctionne, si je ne sais pas quelles sont mes émotions, si je ne sais pas quelles sont mes qualités, je ne sais pas quelles sont mes passions, mais comment est-ce que je peux avoir confiance en moi-même? Ça me paraît pas possible d'avoir confiance en soi quand on ne se connaît pas. Et donc, comment on fait pour se connaître? La première chose, la première étape pour aller vers la connaissance de soi, c'est déjà de s'observer. Et ça, vraiment, tout le monde peut commencer à le faire, s'observer. Donc, c'est arrêter le mode pilote automatique, dans je suis dans ma vie, tout est cadré, je ne me pose jamais et je ne me pose jamais de questions. Non, c'est justement prendre des temps pour ralentir, faire un point sur soi peut-être à la fin de ses journées et s'observer, se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Est-ce que je me suis sentie bien? Est-ce que je me suis sentie moins bien? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont marqué? Est-ce qu'à un certain moment, j'ai ressenti une émotion qui n'était pas agréable? Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est s'observer. Ensuite, ce qu'on peut faire, quand on a du mal au début à s'observer et puis à avoir, à s'auto-évaluer, à s'auto-juger, à voir justement tout ce que je viens de dire, eh bien, on peut aussi solliciter l'avis des personnes de son entourage. Donc, ça peut être voilà, ses amis, sa famille ou des collègues de travail. Vraiment, ça, c'est un pas aussi, hein. C'est un pas vers la confiance en soi, parce que c'est vraiment de se dire, OK, je me mets en action là, même si je n'ai pas cette fameuse confiance en moi, est-ce que je suis prête à faire un pas vers moi-même et à me dire, OK, et si je posais la question autour de moi, finalement, comment me voient mes amis? Comment me voit ma famille? Alors, on n'est pas obligé de demander quels sont mes défauts tout de suite. On peut commencer par demander aux gens qui sont autour de nous, et toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelle qualité tu penses que j'ai? Voilà. Donc ça, c'est un bon départ aussi. Ensuite, ce qu'on peut faire pour apprendre à se connaître, eh bien, c'est déjà de commencer
à exprimer nos pensées, exprimer nos émotions. Que ce soit les exprimer par écrit, par exemple, si on a du mal à parler, ça peut être se retrouver, voilà, avoir un temps pour soi, se poser et puis écrire en fait ses pensées ou ce qui nous vient. Se laisser aller en écrivant, voir tout ce qui descend. Ça peut être aussi de faire ça évidemment avec son conjoint, si on a un conjoint, ou de faire ça avec des amis. Si on n'a pas l'habitude en fait de se livrer, c'est de commencer à essayer d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis une fois qu'on est parti et qu'on parle et qu'on ose exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, bien là aussi, on commence petit à petit à apprendre à mieux se connaître. Et puis, c'est aussi ne pas hésiter à faire des nouvelles expériences. Donc comme là, je vous dis, déjà solliciter vos amis, mais ça peut être aussi, je suis jamais allée, bon là, c'est un peu mal choisi les soirées, parce que c'est un petit peu mort les soirées, mais je me suis jamais inscrite à une conférence en ligne ou à un cercle de parole, tiens, au hasard, parce qu'évidemment j'anime des cercles de parole, je ne m'y suis jamais inscrite, et si je faisais quelque chose dont j'ai pas l'habitude, je sors un tout petit peu là, de ma zone de confort et je m'inscris à quelque chose que je n'ai jamais fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ou je prends tous les jours le même trajet pour aller au travail. Ah ben tiens, aujourd'hui, mais si je changeais de trajet, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vraiment aussi, c'est ne pas hésiter à même des petits changements en fait dans sa journée et voir ce que ça donne. Et puis évidemment, pour apprendre à se connaître, la voie royale, c'est évidemment la voie du développement personnel et la voie du développement intérieur, qui pour moi va au-delà du développement personnel. Et donc, on peut commencer par des lectures. Il en existe des milliers maintenant de livres sur le développement personnel. C'est se laisser sentir ou ne pas hésiter à demander l'avis ou les conseils des personnes qui sont elles-mêmes déjà dans ce chemin-là. Et puis, ne pas hésiter aussi à se faire accompagner, que ce soit par un thérapeute ou autre, dans cette voie-là, parce que se faire accompagner ou aller à des stages, évidemment que ça accélère le processus de connaissance de soi. Quand on est de soi à soi, souvent, tout ce qu'on a dans notre partie inconsciente ou dans cette fameuse ombre dont je vous parlais au début, on a du mal au début à s'y confronter tout seul, évidemment. Si ça n'a pas été conscient jusque-là, seul, ça paraît compliqué aussi de faire remonter tout ce qu'il y a à remonter. Mais simplement, des fois, en allant partager en fait ce qu'on a à l'intérieur de nous, en commençant à poser des mots, les choses se délient et d'autant plus évidemment avec des professionnels. Donc la clé numéro 2 pour avoir confiance en soi, ça va être l'acceptation. Donc cette notion d'acceptation vient englober beaucoup de notions, mais vraiment retenir cette clé numéro 2, l'acceptation déjà. Donc ça rejoint complètement l'amour de soi, qui est censé être un amour inconditionnel. Donc ce fameux non-jugement de nous-mêmes. C'est accepter aussi ses défauts, ses qualités, on en a bien parlé. Et puis c'est d'accepter, s'accepter, mais sans se dire « Ok, je m'accepte comme je suis, j'ai bien compris que ça c'était plutôt ok pour moi et ça c'était moins ok », et donc de se dire « Bon voilà, comme ça je ne fais plus rien et puis là de toute façon c'est à cause de telle blessure que je suis comme ça, donc c'est à toi de me supporter ». Non, c'est pas du tout ça que ça veut dire quand on est dans l'acceptation. C'est s'accepter pleinement pour pouvoir justement, à un moment donné, se mettre en mouvement, commencer le changement. Donc c'est s'accepter sereinement, tranquillement, justement pour opérer les changements. Et se dire, ok, j'ai pris connaissance de tout ça, eh bien, qu'est-ce que je peux apprendre maintenant? Sur quoi est-ce que je vais me lancer? Sur quel domaine est-ce que je peux m'améliorer? Et puis, dans l'acceptation, il y a aussi la notion d'accepter l'imperfection. Accepter qu'une vie sans erreur, elle n'est pas possible. Ou alors oui, si je ne bouge jamais, si je ne change jamais, je reste 40 ans dans mon même poste, dans ma même société où j'ai fait pendant 40 ans les mêmes choses. Alors oui, peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, ouf,
Je me suis jamais trompée, j'ai jamais fait d'erreur, mais ouais, mais est-ce que tu as vécu? Ah ben, est-ce que tu as été épanouie? Est-ce que tu as été heureuse? Heureuse, je connais pas, je connais pas ce mot. Voilà, donc de ne jamais changer et de ne pas se confronter à l'expérience, ben c'est ça que ça vient provoquer. Ça fait qu'on a une vie plate. Voilà, une vie plate. Et combien de personnes, je le dis souvent dans mes accompagnements, hein, combien de personnes arrivées bah voilà, sur leur lit de mort, ben, se disent oh, bah, si j'avais su, euh, quand j'avais 20 ans, si j'avais su, j'aurais fait ça. Quand j'avais 30 ans, oh là là, il y a 40 ans, il y a 50 ans, si j'avais su. Si j'avais su. Et on arrive à ce fameux moment où on se dit, ah bah voilà, je m'en vais avec tous ces regrets de tout ce que je n'ai pas fait. Oui, mais comme ça, je suis restée dans ma zone de confort. Ouais, mais j'ai pas vécu par contre. Où j'ai vécu d'une manière, où j'ai vécu non réveillée. Voilà. Et puis accepter voilà, son propre regard sur son imperfection, eh bien, c'est d'accepter d'être imparfait soi-même, parce que d'accepter de se voir tel que l'on est, c'est accepter de voir ses imperfections, mais c'est aussi d'accepter que les autres puissent le voir. Tant que je ne l'accepte pas aussi moi-même, je ne peux pas accepter que les autres voient mes imperfections, si moi-même je ne les accepte pas. Donc tant que moi-même je ne les ai pas acceptées, ben, si quelqu'un me fait une remarque, même si elle est constructive, ben, je vais mal le prendre, puisque moi-même je ne l'aurais pas accepté. Et puis cette histoire d'acceptation, c'est aussi accepter son histoire et son passé. Le passé est passé, on ne peut pas le changer. On peut le pacifier, on peut guérir, oui, on peut s'en libérer, mais on ne peut pas changer ce fameux passé. On ne peut pas changer le père, la mère que l'on a eu ou que l'on n'a pas eu. On ne peut pas changer tout ça. Donc à un moment donné, pour avancer, il faut bien aussi accepter que l'histoire qu'on a vécue, que la famille qu'on a vécue, que les expériences qu'on a vécues, ben, nous ont forgés, nous ont permis d'être qui l'on est aujourd'hui. Et en fonction de qui l'on est aujourd'hui, ben, de se dire, ok, j'en suis là, mais maintenant, ben, quelle est la personne que j'ai envie d'être aussi, que je projette? Parce que c'est pas parce que je suis une certaine personne que ça y est, je suis figée et pour toute ma vie, j'ai cette personnalité-là. Non, toute croyance se change. Et là, même si on n'est pas dans une conférence sur les croyances, tous nos comportements sont liés à des croyances que l'on a. Notre estime de nous, elle est liée à des croyances que l'on a, comme on l'a vu. Donc, toutes croyances que l'on a peuvent se changer. J'ai le pouvoir et j'ai la capacité de changer toutes les croyances qui m'empêchent d'avancer, qui me bloquent en fait dans ma vie. Donc, la clé numéro 3 pour avoir confiance en soi, c'est d'écouter son cœur, ses émotions. Oui, oui, sortir de sa tête, là, sortir du mental, sortir du petit vélo, sortir du hamster qui fait la roue et qui tourne en boucle et qui est bloqué, là. C'est écouter son cœur. Écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Souvent, quand on se pose une question, au niveau du mental, ça va dire « Ah ben oui, mais écoute, faut que tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Ouais, choisis la solution de facilité ou la solution d'apparente sécurité. Le mental ne se base que sur le passé. Donc, à chaque fois que je prends une décision avec mon mental, je vais forcément répéter des vieux schémas. Donc là, c'est écouter son cœur, c'est d'accepter, mais de se laisser porter par « Ah ouais, là, si je m'écoute, là, ah ouais, ça me parle. Là, c'est complètement ouvert quand je me parle de ça et si vraiment je m'écoute à l'intérieur de moi, là, je sens que ça me parle. Même si je ne sais pas comment je vais faire et comment encore le pourquoi du comment, ça c'est l'ego qui veut savoir et le mental là, qui aime bien tout contrôler, c'est waouh, j'ai ça qui me vient. Bah, est-ce que je m'autorise déjà à laisser descendre cette idée-là et à la laisser germer? Et donc pour ça, pour pouvoir écouter plus son cœur et se reconnecter à ses émotions, on peut déjà commencer par se reconnecter à son corps. Parce que c'est dans le corps, en fait, qu'on va ressentir ces fameuses émotions et que quand on revient à l'intérieur de nous, que ce soit en méditation ou simplement voilà, par des respirations, c'est là où on va prendre la température de notre corps et on va sentir où sont nos propres blocages,
où on va sentir concrètement, est-ce que ça me met en joie, là, voilà, simplement en fermant les yeux, quand je pense à cette idée, comment je me sens? Ben, je me sens détendue. Et quand je pense à ça, ben, je me sens crispée. Je me sens totalement crispée. J'en ai mal au ventre. J'ai la poitrine écrasée. J'ai l'impression que je ne peux plus respirer. Ou j'ai la gorge serrée quand je pense à ça. Ben là, ça nous donne un baromètre intérieur, déjà une guidance. Est-ce que je pense à ça? Je suis ouverte. OK. Ça vient de mon cœur. Est-ce que je décide de le suivre? Parce que ça, on a toujours le choix de se dire, OK, j'ai ça qui est descendu. Je sais que ça venait de mon cœur. Je sais que ça m'anime vraiment. Et là, mon mental est en train de me raconter ça. J'ai le choix. J'ai le choix. Est-ce que je choisis d'écouter mon mental? Est-ce que je choisis d'écouter mon cœur? Est-ce que je choisis de mettre en action cette idée qui m'est descendue? Et donc, pour se reconnecter à son corps, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, évidemment, je l'ai dit, la méditation. Il existe plein de types de méditation. Les bienfaits de la méditation ne sont plus approuvés du tout. Donc, il y a des méditations courtes, des méditations longues, il y a des méditations de visualisation, il y a des méditations avec des mantras, il y a des méditations de pleine conscience. Donc là, ça peut être bien aussi pour démarrer la méditation. C'est simplement des méditations où on observe, voilà, on descend dans son corps, et puis en revenant toujours à sa respiration, ben déjà, ça éduque notre mental à se rediriger sur le moment présent. Donc simplement, c'est en observant ce qui se passe dans notre corps et toujours revenir à la respiration. Ça peut être bien pour commencer. Mais là, n'hésitez pas à aller tester et voir en fait celle qui vous parle. Et puis, il y a des méditations aussi beaucoup plus profondes. Là, ce sera plus avec des accompagnants qui peuvent vous aider à aller ouvrir en fait des espaces qui sont à l'intérieur de vous et que vous ne pouvez pas soupçonner si vous n'êtes pas initié en fait à ces parties-là en fait de vous-même hein, qui existent, qui cohabitent à l'intérieur de vous. Il y a aussi la cohérence cardiaque que vous pouvez pratiquer. Donc la cohérence cardiaque, là aussi, ça peut être sur des temps courts. Ça peut être 5 minutes le matin, 5 minutes midi, 5 minutes le soir, ou 5 minutes matin, 5 minutes soir. Pour commencer, c'est quelque chose qui est bien efficace, la cohérence cardiaque. Si vous tapez sur YouTube, il y a énormément de vidéos. Là aussi, c'est en prendre une qui vous parle, avec une jolie musique. Et vous suivez en fait le mouvement. Il y a même des applications de téléphone. Vous suivez le mouvement d'une boule, en fait, souvent, voilà, qui monte. Vous suivez les vagues pour respirer. Et vraiment, quand vous apprenez à respirer, eh bien, vous allez ralentir votre rythme cardiaque. Et ralentir votre rythme cardiaque, eh bien, ça va déjà vous générer moins de stress. Vous allez vous sentir plus apaisé. Et au plus on se sent apaisé, et au plus on peut recevoir des fameuses idées là, de notre cœur, de notre intuition, et pas se laisser happer par tout notre brouhaha mental, finalement, où on n'arrive pas à entendre tous ces messages-là, mais qui sont là en permanence. Et puis, il y a aussi les émotions qui sont un super moyen de se reconnecter à nous-mêmes, à venir libérer plein de choses, à faire remonter aussi des choses qu'il y a dans notre inconscient, etc. C'est vraiment par les émotions. Et c'est de comprendre que derrière chaque émotion se cache vraiment un message, qu'elle soit positive ou négative. Il y a toujours un message à la clé. Il y a toujours un message d'évolution. Encore faut-il l'écouter et prêter attention et poser des actions derrière pour que cette émotion en fait ne se représente plus. Sinon, là aussi, on est dans cette fameuse boucle infernale. Sinon, on peut passer 10 ans, 20 ans, 30 ans à revivre exactement les mêmes émotions. Alors, c'est souvent la culpabilité, la frustration, la peur, l'humiliation. C'est vraiment des émotions qui sont très, très fortes au niveau polarité négative, entre guillemets. Hein, toute émotion est bonne à vivre, je l'ai bien dit. Eh bien, quand on est capable d'aller voir le message qu'elles nous transmettent, eh bien, on peut passer à un autre stade d'évolution. Parce que c'est ça que je disais. Sinon, en fait, ça se répète. On va revivre la même émotion. Et que ce soit notre émotion peut-être que l'on a vécu enfant, voilà, avec notre père, avec notre mère, on se rend compte 30 ans après qu'on est en train de vivre la même situation. D'ailleurs, je parle de ça parce que dans mes derniers coachings, c'est aussi ce qui ressortait. Hein. Je me rends compte qu'avec mon patron, 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, je suis encore en train de revivre la même émotion, la même situation, comme si c'était mon père qui était en face de moi. Voilà, dans le cas où si c'est référence au père ou à la mère ou aux personnes qui nous ont élevés. Donc c'était Jung qui disait « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc là aussi, c'est vraiment pour
pour vous dire cette importance de se reconnecter à votre corps. Parce que de toute façon, tous ces nœuds en fait, énergétiques, ils se sont créés dans votre corps. Ils se sont cristallisés. Toutes ces émotions non conscientisées, elles sont cristallisées dans votre corps. Et puis, vous pouvez aussi prendre conscience de vos réactions. Donc, à chaque fois que j'ai une émotion forte, je réagis. Et qui dit réaction, dit réagir. Comme dans le passé. Donc, à chaque fois que je suis en réaction dans une situation, je sais forcément que ça fait écho à mon passé et qu'il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas encore OK, qui n'est pas guéri, sur lequel je ne suis pas encore apaisée. Donc, arrêtez le mode pilote automatique, mais ça rejoint complètement la clé numéro 1 qui était l'observation. Passer du mental au cœur, ce que je vous ai expliqué, et écouter son intuition. Donc, la clé numéro 4, pour avoir confiance en soi, c'est, on ne peut pas y couper, ça va être agir, le passage à l'action. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne passe pas à l'action. Et qui dit agir et passer à l'action, dit aussi être dans l'acceptation de l'échec. Et je mets des gros guillemets sur l'échec, parce qu'on va voir. Donc, à force de passer sa vie à avoir peur de mal faire, ou d'être non suffisamment parfait pour pouvoir passer à l'action, eh bien, comme je le disais plus tôt, on se prive de tout. On passe à côté de notre vie. Donc, l'action, elle est libératrice. C'est l'action qui va ouvrir le chemin. Le chemin de la transformation, le chemin de la connaissance de soi, le chemin de l'acceptation. C'est l'action qui va... Rien que de mettre un pas en fait sur votre chemin de libération, il y a tout qui va commencer à bouger, à se mettre en place. Et au fur et à mesure, c'est la fameuse théorie des petits pas, au fur et à mesure que vous allez faire un pas sur ce chemin, vous allez voir, les choses vont commencer à venir à vous. Et au plus vous allez faire des petits pas, et au plus vous allez valoriser et être fier de vous pour ces petits pas, et au plus vous allez en faire d'autres. Et après, au bout d'un moment, vous allez vous dire « Wow, mais je ne me rends même plus compte, mais j'ai fait tout ça, mais il y a 6 mois, 1 an en arrière, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire tout ça, en fait. » Et oui, parce que souvent, on s'imagine tout de suite avoir gravi la montagne, on s'imagine tout de suite un objectif qui est, surtout quand il y a beaucoup là, de soi parfait et de grandes perfectionnistes ou grands perfectionnistes peut-être dans la réunion, eh bien, on va s'imaginer tout de suite un fameux résultat. Alors en plus avec une barre qui est complètement là, et on se dit waouh, mais en fait, j'arriverai jamais à ça. J'arriverai jamais. Alors qu'en fait, pour atteindre ce fameux objectif que l'on se donne, il faut déjà commencer. Il faut déjà commencer, il faut le découper, il faut y aller étape par étape. Et lâcher le quand, comment, je dois absolument me dire que à telle date précise, je dois arriver à ça. Non, c'est bien de se fixer des objectifs pour se mettre en route, et c'est ce qu'on verra par la suite, ça c'est sûr. Mais par contre, après, c'est d'y aller petit à petit, découper. Il vaut mieux y aller petit à petit, être fier de soi, plutôt que de se mettre tout de suite un objectif qui est complètement... voilà, et qui nous coupe là complètement et de se dire non, mais en fait, j'y vais pas parce que je serai jamais assez prête pour aller faire ça. Et donc, les actes sont la gymnastique de l'estime de soi. Donc, et puis, pour prendre le risque de se tromper, c'est aussi d'arrêter de penser au tout ou rien. Donc, ce fameux échec-réussite, noir-blanc, sortir de cette dualité. C'est apprendre en fait à voir les choses avec plus de nuances. Dans la vie, tout n'est pas noir et blanc. Non, il y a du blanc, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du vert, il y a toutes les couleurs, il y a toute une palette de couleurs. Mais donc, c'est d'arrêter pour soi de se dire « j'ai réussi, j'ai échoué ». Sinon, c'est de se dire, c'est de passer, de basculer dans une vision de soi, de se dire « waouh, mais si je tente cette expérience, c'est plus j'ai réussi, j'ai pas réussi, c'est bon, mais ça a bien fonctionné. Et sur ce qui n'a pas moins bien fonctionné, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en application derrière pour m'améliorer et pour apprendre encore plus? Et là, quand on passe dans cette vision de soi, on ne voit plus la vie comme des réussites, des échecs. Non, on voit la vie comme des expériences. Et la vie est faite pour être vécue. On est sur cette terre pour vivre des expériences.
Au plus on vit des expériences, au plus on grandit, au plus on évolue, au plus on se libère, au mieux on se sent, au mieux on a une meilleure estime de soi et une meilleure confiance en soi. Et donc, pour vous donner quelques exemples de personnalités là, qui sont parties de rien, alors, qui j'ai noté? Bill Gates, par exemple, donc ça c'est pour les personnalités qui ont eu des parcours qui n'étaient pas du tout linéaires. Bill Gates, il avait abandonné ses études à Harvard, alors qu'il devait aller à Harvard, et puis il s'est lancé dans la programmation informatique au début, et puis il ne savait pas du tout la carrière qui l'attendait. Steve Jobs, pareil, il a abandonné le cursus qu'il avait choisi, et en fait, il se rendait dans d'autres cours qui n'avaient rien à voir. Voilà, il se rendait dans d'autres classes. Et puis, pareil, on n'aurait jamais misé sur lui au début. Il avait plutôt un look de hippie. Et même quand il a postulé à son premier boulot, voilà, on n'aurait jamais parié sur lui, en fait. Hein. Johnny Depp, il a quitté l'école à 16 ans et il est parti au début en tournée avec un groupe. Il avait monté un groupe de musique. Et en fait, après, il s'est fait repérer par Nicolas Cage. Dans les exemples de personnalités qui ont réussi et qui sont parties de rien, qui étaient vraiment dans la pauvreté, vous avez J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Donc elle, vraiment aussi, elle était en plein divorce, elle était dans la pauvreté extrême, elle était en dépression. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à écrire justement son premier tome. Et Stephen King, apparemment, c'est pareil, hein, voilà, le grand auteur, lui aussi, il a commencé avec des petits boulots, il travaillait dans une blanchisserie industrielle. Et puis, il y a aussi comme exemple Novak Djokovic, voilà, si ça vous parle plus après l'exemple de sport, où lui, il est né en Serbie et il y avait la guerre à ce moment-là. Donc voilà, il avait une enfance vraiment très difficile et précarité. Sa famille n'avait rien, il n'avait même pas de quoi se nourrir à certains moments. Et pourtant, on voit la belle carrière qu'il a eue aujourd'hui. Et puis, pour la personnalité qui se serait dite tiens, avec le physique que j'ai, je pourrais rien arriver, je pourrais jamais arriver à quelque chose. Vous avez Jamel Debbouze ou encore Mimi Mati, voilà un exemple qui vous montre que justement, c'est nos différences en fait qui font notre richesse. Donc, dans la clé numéro 5, pour avoir confiance en vous, ça va être de vous affirmer et d'oser vivre votre unicité. Donc, comme je viens de rebondir sur ces personnalités-là, c'est un peu ça. Hein, c'est d'accepter, en fait, vivre son unicité, c'est accepter de sortir de la norme. Oui, les gens, quand vous allez commencer à vous transformer, quand vous avez confiance en vous, quand vous êtes joyeux, surtout en ce moment, ils vous disent « mais c'est pas possible, t'es pas normal en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es déconnecté, tu vis dans le monde des bisounours, dans le monde de oui-oui. » Oui, en fait, à ce moment-là, vous devez être fier de vous dire « yes, j'ai réussi, je suis sortie de la norme. » Quand on vous dit « vous n'êtes pas normal », mais oui, vous ne faites pas partie de la norme. Et quand on voit ce qu'il y a dans la norme, franchement, désolé, mais ça ne donne pas envie. Quand on voit ce qu'il y a dans l'inconscient collectif, surtout aujourd'hui, toutes les peurs, mais c'est terrible, dans quel monde on vit, dans quel monde on va, il y a des catastrophes de tous les côtés, et puis nos enfants, comment ils vont faire pour vivre. Voilà. Si on est pris dans ce tourbillon, dans cette spirale infernale, oui, déjà, on peut être très, très angoissé. Niveau estime de nous, confiance en nous, on va être à 0. Niveau énergie, c'est la même chose. Donc, se remettre dans une bonne énergie, travailler sur soi, rester focus, être dans sa fameuse théorie des petits pas, se fixer ses objectifs, tout ça, ça participe au fait de se sentir en fait dans une bonne énergie, dans un bon état d'esprit, et ça n'empêche pas d'avoir conscience de ce qui se passe, mais par contre, c'est un choix et c'est une responsabilité, c'est la responsabilité de chacun que de se sentir happé par ce fameux tourbillon d'inconscient collectif, ou à un moment donné d'en sortir, de revenir à soi, de revenir au moment présent, de se poser à l'intérieur de soi, de calmer son fameux mental. Là, et en revenant dans son cœur, qu'est-ce que nous dit notre cœur? Là, il va vous dire autre chose. Donc oui, oser sortir de la norme et mettre en place des actions pour être dans une bonne énergie et sortir de cet inconscient collectif qui est très, très bas en ce moment. Donc c'est aussi s'affirmer, c'est aussi apprendre à fixer ses limites, apprendre à dire non. Si je ne fixe pas moi-même mes propres limites, qui les fixe? Ce sont les autres. Je laisse mon propre pouvoir
entre les mains des personnes qui m'entourent. Si moi-même, je ne connais pas mes limites et je n'en ai pas, eh bien, les personnes vont venir abuser de moi à différents niveaux. Et puis après, bah, évidemment que je vais en souffrir et que je ne vais pas me sentir bien. Donc là aussi, d'apprendre à se connaître, bah, c'est aussi, on l'a vu, bon, ses qualités, ses défauts, mais c'est aussi de savoir justement quelles sont mes limites. Où est-ce que ce n'est pas OK avec moi? Où est-ce que là, en fait, c'est contraire à mes valeurs? Donc justement, pour rebondir sur ces valeurs, c'est aussi faire valoir ses désirs, ses besoins, ses opinions, ses valeurs. Pour avoir confiance en soi, il faut bien commencer par apprendre à se connaître, avoir ses propres opinions, oser les exprimer. Et quand quelqu'un vient vous dire quelque chose en face, vous n'allez pas vous remettre en cause à chaque fois que quelqu'un vous dit une opinion contraire. Peut-être que là, vous allez rentrer dans une notion d'échange, de partage, et qu'à la fin, bah, tiens, sur ce sujet-là, c'est vrai que je n'avais pas vu les choses de cette façon. Là, on est d'accord, c'est un dialogue, et des dialogues, bah, c'est ce qui fait toute la richesse des échanges. On n'est pas complètement obtus et fermé. Mais par contre, sur tout ce qui touche à mes valeurs, sur mes grandes visions du monde, etc., ce n'est pas parce que quelqu'un va venir me dire « Ah ben non, ton truc là, j'y crois pas du tout », qu'à chaque fois, je vais me remettre complètement en question, en cause, et me dire oh, « Ah ouais, non mais ouais, en fait, je sais pas trop où j'en suis ». Donc là, c'est vraiment quand nos fondations ne sont pas solides. Et nos fondations reposent en grande partie sur nos valeurs. Et puis, c'est aussi savoir demander sans toujours s'excuser. Voilà. Oser demander de l'aide, demander des conseils, de demander aux autres, déléguer aussi, ça fait partie de tout ça, aussi pour s'affirmer. Si je demande à quelque chose à quelqu'un, est-ce que ça fait de moi une personne qui est faible? Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le fameux livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Mais c'est vraiment ça, en fait, qui m'est venu là en préparant cette slide. C'est vraiment ça. Cessez d'être gentil, soyez vrai, soyez vous-même. Il n'y a rien de meilleur pour l'estime de soi et la confiance en soi que d'être aimé et reconnu pour qui l'on est vraiment. Et pas pour le masque que l'on porte, pas pour les masques que l'on porte et que l'on croit que l'on doit porter face aux autres. Et enfin, la dernière clé pour comment avoir confiance en soi, eh bien là, vous allez me dire, ah oui, mais bon, ce fameux lâcher prise, le lâcher prise et s'ouvrir à l'inconnu. Et ce fameux lâcher prise, moi je sais que j'ai commencé à en entendre parler il y a 10 ans, même avant, quand je passais mes premiers entretiens. On m'avait déjà dit dans un entretien, oh là là, vous, est-ce que vous savez ce que c'est le lâcher prise? Vous ne devez pas connaître ça. Et à ce moment-là, quand il m'avait dit ça, je me disais, bon, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Je vois pas trop de quoi il veut parler. Et donc, depuis 10 ans, évidemment que ça a cheminé. Bon, j'ai pas cheminé depuis 10 ans, mais depuis 2 ans. Mais il n'y a que récemment, en fait, où j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, ce fameux lâcher prise. Et où, évidemment, il faut ouvrir certaines portes de conscience et se libérer d'un certain nombre de poids pour pouvoir y accéder. Et ce fameux lâcher prise, c'est faire confiance à la vie. C'est vraiment avoir confiance à la vie, avoir confiance en nous-mêmes et avoir confiance que de toute façon, la vie va nous apporter ce dont on a besoin pour évoluer. C'est ça pour moi ce fameux lâcher prise. Et puis pour lâcher prise, il faut aussi aller regarder à l'intérieur de soi, mais à quoi est-ce que je m'accroche? À quoi est-ce que je m'accroche en permanence? Donc c'est ça le fameux lâcher prise, mais elle est où ta prise? Tu t'accroches à quoi? Et donc, vous pouvez venir vous demander ça. Mais à quoi vous vous accrochez? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire dans la vie? Et qu'est-ce que ça vous empêche de faire, ce fameux d'être accroché à tout ça? Qu'est-ce que ça vous empêche de vivre? Puis, vous pouvez aussi venir vous demander quelle projection vous faites sur l'extérieur. Et ça, pour vous entraîner, vous pouvez vous demander quand j'aurai de l'argent, voilà, c'est souvent, évidemment, alors là, pour la question de l'argent, d'ailleurs, ce sera le sujet d'une conférence très bientôt, je pense, parce que c'est vraiment un sujet qui est fascinant et qui vient en dire long sur l'estime de nous-mêmes et sur l'amour que l'on se porte, parce que pour moi, les deux sont complètement liés. Voilà, peut-être certains vont se dire, bon, moi, je ne vois pas le rapport. Les deux sont complètement liés. Quand j'aurai de l'argent, souvent, voilà ce qui ressort. Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Alors ça, je crois que c'est dans
pas dire 90% des cas. Voilà ce qu'on se dit derrière l'argent. Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Alors qu'on l'a vu, je crois que c'était ce matin, dans un de mes coachings, la sécurité, elle est à l'intérieur de nous. La sécurité, c'est cette fameuse connaissance de moi-même et connaissance de mon être profond, de qui je suis profondément et intérieurement, et qui fait que ça ne changera jamais. Et on a tendance à toujours faire des projections et d'apporter à l'extérieur, à accorder du crédit à l'extérieur par rapport à ce dont on ne s'apporte pas nous-mêmes. Donc ça peut être aussi, quand j'aurai réussi, voilà, quand j'aurai réussi dans ma carrière, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je me sentirai heureuse, par exemple. Quand j'aurai réussi, bien peut-être qu'enfin, à ce moment-là, ma mère sera fière de moi. Quand j'aurai réussi, voilà, 3 petits points, là, c'est vraiment à tout le monde de compléter. Et puis, s'ouvrir à l'imprévu, c'est exactement l'inverse, en fait, qui se produit quand je m'ouvre à l'imprévu. C'est de comprendre que je m'ouvre à ce qui est prévu pour moi. Et ça aussi, si ça ne vous parle pas beaucoup, c'est de tenter, comme je le disais tout à l'heure, des petites choses nouvelles et de voir ce qui se passe. Et souvent, à ce moment-là, quand on se dit oh, « je n'avais pas prévu d'aller à cet endroit », en fait, voilà, il s'est passé ça, ou je devais aller là, et puis finalement, c'est tombé à l'eau, j'ai fait autre chose, et là, comme par hasard, j'ai rencontré telle personne, et on devait se rencontrer, quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit « waouh, je devais rencontrer cette personne ». Et ça, c'est vraiment quand on laisse place à l'imprévu, ou quand l'imprévu, quelquefois, s'est imposé à nous. Mais en tout cas, qu'on s'est autorisé à le vivre. Et puis, pour vous aider dans ce fameux lâcher-prise et à cet imprévu, j'aime bien comparer tout ça à... c'est comme si vous êtes avec des amis, vous jouez à un jeu de cartes, et donc chacun distribue les cartes, vous avez votre jeu en face de vous, et c'est comme si, avant de démarrer la partie, vu que vous avez peur de l'imprévu et que vous avez l'impression que tout ce qui est prévu est votre sécurité, on peut s'apparenter au jeu de cartes, et bien vous dites, tout le monde montre ses cartes avant de jouer. Voilà, montre-moi ton jeu. Ouais, mais si tout le monde montre son jeu avant de jouer, est-ce que franchement, on a envie de jouer à cette partie-là? Voilà, posez-vous la question aussi. Si vous connaissiez à l'avance tout ce qui va se passer, toutes les règles du jeu, est-ce que vous auriez envie de jouer? Est-ce que la vie aurait la même saveur si vous connaissiez tout à l'avance, si tout était déjà écrit? Quel serait l'intérêt de venir vivre cette expérience? Il n'y aurait pas grand-chose. Et puis, comme on peut le voir sur cet électrocardiogramme, donc comme on le disait au début, si je ne sors pas de ma zone de confort et que je ne fais rien, oui, donc je suis dans cette fameuse linéarité, là. Je suis là, je suis plat, un peu comme l'électrocardiogramme, hein, ça c'est quand on est en fin de vie, hein, quand ça s'éteint. Mais par contre, quand je suis dans le flot de la vie, donc quand j'accepte de me laisser porter par la vie, quand j'accepte de vivre les expériences que me propose la vie, et quand je lâche prise et que je m'ouvre à l'imprévu, bien là, ça y est, je suis dans mon flot de vie. Et là, à ce moment-là, je suis dans quelque chose qui est beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enrichissant, qui a beaucoup plus de sens, et pour lequel je suis beaucoup plus fière de moi, et qui me font grandir mon estime de moi et ma confiance en moi. Donc voilà pour ces fameuses clés. Donc on va voir la petite conclusion. Je regarde l'heure, mais parce qu'il y avait un bonus. Mais on va le faire rapidement, parce que je vois qu'il est tard. Donc pour avoir confiance en soi, il faut déjà évidemment commencer par connaître ce soi. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne connaît pas qui est ce soi. Ensuite, l'accepter, donc accepter les parts de nous. Et enfin, aimer ce soi dans toutes ses facettes. Ce sont vraiment les clés. Et il n'y a qu'à ce moment-là que vous pourrez être aimé et reconnu pour qui vous êtes. Une fois que vous serez aimé vous-même et vous serez reconnu pour qui vous êtes vraiment, qu'à ce moment-là, l'entourage et les personnes qui vous entourent pourront le reconnaître aussi. Et donc, tout ça va évidemment participer à l'estime de vous, la confiance en vous. Et le passage à l'action, il est déterminant. Donc, n'hésitez pas à commencer maintenant avec cette fameuse théorie des petits pas. Donc, vous pouvez voir sur l'image à côté, en fait, l'importance de cette théorie-là. Et enfin, en petit bonus, pour vous aider à passer à l'action, pour passer à l'action, la première chose à faire, c'est de se déterminer un objectif, même si l'objectif est petit, même s'il nous semble, même si on se dit, voilà, c'est pas un gros objectif, c'est justement peut-être commencer par un objectif qui n'est pas tout de suite, justement, de changer complètement de carrière tout de suite, mais peut vous en fixer d'autres.
Donc, ça peut être me remettre en forme après les fêtes de Noël. Voilà, c'est un exemple, je pense que beaucoup d'entre nous vont se le mettre, surtout après le confinement. Et donc, se fixer un objectif aussi, ça va nous permettre d'arrêter de nous cacher derrière la confiance en soi. Parce que souvent aussi, la confiance en soi, elle rentre dans la fameuse palette de la boîte à excuses. Vous savez, entre j'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi. On a vraiment, ça se met complètement dedans. Oui, mais tu n'as pas confiance en toi, mais pour faire quoi? Et là, si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, on peut toujours se dire qu'on n'a pas confiance en nous, mais déjà, on ne se connaît pas et on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Donc, on peut continuer longtemps à se cacher derrière cette fameuse confiance en soi. Donc, une fois que vous saurez vraiment ce que vous voulez, ce sera plus facile de passer à l'action. Donc, ça commence par fixer des objectifs. Donc, commencez par un objectif. Et ensuite, vous pouvez pour vous aider à poser un objectif, c'est le fameux, ça c'est un outil de coaching, le fameux SMART F. Vous avez peut-être entendu parler du SMART. Là, j'en ai rajouté deux lignes. Donc, écologique et fun. Donc, un objectif, on le pose, il doit être spécifique, donc où, quand, quoi, comment. Il doit être mesurable, donc il faut quand même que vous posiez, que vous sachiez à quoi est-ce que vous aurez atteint votre objectif. Si c'est me remettre en forme après les fêtes, eh bien, à quoi je saurai ça? Quand je me sentirai plus en forme. Alors, certains, ça va être quand j'aurai perdu 2 kilos. En tout cas, ça doit être mesurable. Ensuite, cet objectif, il doit être atteignable. Donc, est-ce que je suis en capacité d'atteindre cet objectif-là? Si je me fixe, je souhaite perdre 2 kilos après les fêtes. Voilà. De qui ça dépend? Déjà, se poser les questions. Est-ce que ça dépend que de moi? Dans ce cas-là, évidemment, pleinement oui. Mais ce sera comme ça pour tous les objectifs que vous avez envie de vous fixer. Ça ne dépend que de vous. Ensuite, et puis de quoi dépend votre objectif? Peut-être qu'aussi, après, c'est des questions, justement, vous posez par rapport à votre entourage, etc. Est-ce que ça va poser des problèmes? Mais en tout cas, vraiment poser les choses. Est-ce que cet objectif aussi est réalisable? Donc, de quelles ressources vous disposez? Donc, est-ce qu'il vous est matériellement possible de réaliser cet objectif? Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Parce que peut-être que vous fixez un objectif, mais que si c'est l'objectif, alors si quelqu'un est vraiment décidé, là, je souhaite me reconvertir, à un moment donné, évidemment que va se poser, oui, mais pour me reconvertir dans quoi? Peut-être que si j'ai envie de faire cette activité-là, je vais devoir me former. Donc, c'est vraiment vous poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Il faut aussi que cet objectif, il soit temporel. Donc, quand pensez-vous commencer et quand pensez-vous avoir terminé? Ça, c'est vraiment pour vous aider à vous mettre en action. Quand je dis pour les gros objectifs de vie, ce fameux lâcher prise, là, ça va entrer en compte, c'est je me mets en action, mais je ne sais pas exactement. Quand on est dans l'amour de soi, la confiance en soi, ce n'est pas mesurable de se dire dans 3 mois, je souhaite avoir confiance en moi. Non, ça ne marche pas. Par contre, pour un objectif concret, pour commencer à passer à l'action, là, ça prend son sens. Donc, si c'est je souhaite me remettre en forme, quand est-ce que je pense commencer? Je pense commencer le 1er janvier ou le 2 janvier et je souhaite me lancer dans un programme qui va durer 3 mois. Voilà. Ensuite, le mot écologique. Donc, c'est vraiment vous demander, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Quels vont être les inconvénients peut-être qui vont se présenter à vous? Mais qu'est-ce que vous auriez aussi à y gagner par rapport à cet objectif? Et enfin, fun, c'est vraiment prendre du plaisir. C'est primordial. Pour vous passer à l'action. C'est pour ça que souvent on se dit, mais non, mais c'est aussi dans la boîte à excuses, je ne suis pas motivée. Mais quand on n'est pas motivé, c'est qu'on fait quelque chose qui ne nous plaît pas en fait. Donc à chaque fois qu'on se dit, mais non, mais je ne suis pas vraiment motivée pour ça, c'est qu'on n'est pas connecté à nos vrais besoins, on n'est pas connecté à notre cœur. Donc prendre du plaisir, c'est primordial. Quand vous vous fixez des objectifs, surtout au début, c'est de vous mettre un objectif qui vous donne envie. Si c'est, oui, je dois perdre 2 kilos, mais en même temps, je déteste courir, alors donc je vais mettre un objectif que je vais aller m'inscrire, je vais sur un programme et je vais courir pendant 3 mois, mais franchement, j'ai pas envie, mais choisissez autre chose. Si vous préférez la marche ou vous préférez la danse, faites quelque chose qui vous plaît. Donc là aussi, je crois qu'on s'impose quelque chose, c'est vraiment un indicateur qu'on n'est pas pleinement aligné. Donc voilà, ça c'est vraiment d'autres notions qui peuvent vous aider. Au niveau de la motivation, toujours vous dire pour quelles raisons vous vous engagez à faire cela, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, quelles qualités vous allez devoir développer. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on vient de voir. Quels obstacles vous allez pouvoir rencontrer. Mais surtout aussi, vous fixez un plan d'action, même si c'est un petit plan d'action. Comment est-ce que vous allez vous organiser? Décortiquer toujours votre gros objectif en plusieurs sous-parties. Là, vraiment, en vous demandant mais voilà, quelle va être la prochaine étape logique. Et puis, pensez aussi à la soupape de sécurité. Si le résultat n'est pas obtenu, que vous souhaitiez, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, sur quoi vous allez pouvoir rebondir.
Ça, c'est vraiment les astuces de tous les grands champions. À chaque fois, même quand ils perdent, ils ont toujours une solution de secours ou de repli. Quand ils perdent, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui jusqu'ici vous a empêché d'atteindre ce que vous voulez? Ça, c'est vraiment une fameuse question à se poser. C'est quand on se donne un objectif, c'est se dire, mais pourquoi jusqu'ici, en fait, j'ai pas réussi à faire ça? Ben, c'est déjà essayer de commencer à aller dégager tout ce que vous vous racontez derrière ça. Quelles sont toutes les croyances, toutes les pensées? Laissez remonter vos pensées. Et se rappeler qu'une croyance n'est qu'une croyance, que vous pouvez toutes les changer. Et c'est comme les peurs, donc comme fear, ça c'est en anglais, pensez que c'est une fausse évidence apparaissant réelle. Donc c'est vraiment une fausse preuve qui apparaît réelle. Derrière toute peur, en fait, se cachent des scénarios qui sont irrationnels, qui sont irréalistes. Et tout ça se change par évidemment de la reprogrammation mentale, où en allant travailler sur ses pensées, sur ses croyances, sur ces fameux schémas qui se jouent depuis qu'on est enfant. Voilà, c'est terminé pour la conférence. Donc, je vous présente brièvement mes formules d'accompagnement et après, on passera aux questions-réponses. Donc, c'est assez rapide parce que j'ai 2 formules. Donc, en tout cas, ce que vous pouvez retenir, c'est que je propose des séances découvertes. Voilà, si vous aviez envie de tester le coaching ou d'approfondir justement là, les deux packs que je vais vous présenter, on le fait pendant cette fameuse séance découverte. Et puis, c'est le moment aussi où vous exposez justement ce que vous avez envie de changer, etc. Et je vous propose les outils, ce qu'on peut voir ensemble, comment est-ce que vous allez pouvoir vous transformer. Et on y voit exactement, évidemment, tout ce que l'on vient de voir pendant cette conférence. On travaille beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi. Et ça nous booste dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et donc, pour l'instant, j'ai 2 packs, donc, qui sont le pack OZ, qui est 6 séances. Donc, ce sont des séances en visio d'1h30. Vous avez des exercices entre chaque séance. Ou le pack Métamorphose, qui est 12 séances. Donc, ce pack Métamorphose, normalement, je le propose jusqu'à la fin de cette année et ensuite, il va changer. En janvier, je vais reproposer d'autres formules. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder mes actualités ou à me contacter, m'envoyer un mail ou à prendre une séance découverte. Pour découvrir, je vais aussi proposer des accompagnements de groupe et notamment des accompagnements aussi boost professionnels. Hop, et il y a une slide qui a sauté. Donc, vous pouvez me joindre par mail, par téléphone. Vous pouvez retrouver des informations sur mon site internet. Vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux à Caroline Roux Coaching. Et puis, voilà, je vous remercie grandement pour votre attention. Je regarde l'heure. Et donc, c'est le moment des questions. Vous n'hésitez pas, si vous voulez, soit dans le chat, soit prendre la main, prenez la parole. Là, vraiment, vous pouvez ouvrir vos micros et c'est volontiers pour ceux qui peuvent rester, qui ont encore un petit moment pour échanger. Et puis, pour tous ceux qui doivent partir, mais il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Je vous souhaite une très belle soirée, de très belles fêtes. Voilà, donc là, écoutez, je vous vois.